Chapitre 4 du livre 8e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 8e, Les cimetières prennent ce qu'on leur donne, chapitre 4, où Jean Valjean a tout à fait l'air d'avoir lu Austin Castillero. Des enjambées de boiteux sont comme des œillades de borgne. Elles n'arrivent pas vite au but. En outre, Fauchelevent était perplexe. Il mit près d'un quart d'heure à revenir dans la baraque du jardin. Cosette était éveillée. Jean Valjean l'avait assise près du feu. Au moment où Fauchelevent entra, Jean Valjean lui montrait la hotte du jardinier accrochée au mur et lui disait « Écoute bien, ma petite Cosette. Il faudra nous en aller de cette maison, mais nous y reviendrons, et nous y serons très bien. Le bonhomme d'ici t'emportera sur son dos, là-dedans. Tu m'attendras chez une dame. J'irai te retrouver. Surtout, si tu ne veux pas que la Thénardier te reprenne, obéis et ne dis rien. » Cosette fit un signe de tête d'un air grave. Au bruit de Fauchelevent poussant la porte, Jean Valjean se retourna. « Eh bien, tout est arrangé et rien ne l'est, » dit Fauchelevent. « J'ai permission de vous faire entrer, mais avant de vous faire entrer, il faut vous faire sortir. C'est là qu'est l'embarras de charrette. Pour la petite, c'est aisé. Vous l'emporterez? Et elle se taira? J'en réponds. Mais vous, père Madeleine? Et après un silence où il y avait de l'anxiété, Fauchelevent s'écria: Mais sortez donc par où vous êtes entré. Jean Valjean, comme la première fois, se borna à répondre: Impossible. Fauchelevent, se parlant plus à lui-même qu'à Jean Valjean, grommela: Il y a une autre chose qui me tourmente. J'ai dit que j'y mettrais de la terre. C'est que je pense que de la terre là-dedans, au lieu d'un corps, ça ne sera pas ressemblant, ça n'ira pas, ça se déplacera, ça remuera. Les hommes le sentiront. Vous comprenez, père Madeleine, le gouvernement s'en apercevra. Jean Valjean le considéra entre les deux yeux et crut qu'il délirait. Fauchelevent reprit: Comment diantre allez-vous sortir? C'est qu'il faut que tout cela soit fait demain. C'est demain que je vous amène. La prieure vous attend. Alors il expliqua à Jean Valjean que c'était une récompense pour un service que lui, Fauchelevent, rendait à la communauté, qu'il entrait dans ses attributions de participer aux sépultures, qu'il clouait les bières et assistait le fossoyeur au cimetière, que la religieuse morte le matin avait demandé d'être ensevelie dans le cercueil qui lui servait de lit et enterrée dans le caveau sous l'autel de la chapelle, que cela était défendu par les règlements de police, mais que c'était une de ces mortes à qui l'on ne refuse rien, que la prieure et les mères vocales entendaient exécuter le vœu de la défunte, que tant pis pour le gouvernement, que lui, Fauchelevent, clouerait le cercueil dans la cellule, lèverait la pierre dans la chapelle et descendrait la morte dans le caveau, et que, pour le remercier, la prieure admettait dans la maison son frère comme jardinier et sa nièce comme pensionnaire, que son frère c'était M. Madeleine et que sa nièce c'était Cosette, que la prieure lui avait dit d'amener son frère le lendemain soir après l'enterrement postiche au cimetière, mais qu'il ne pouvait pas amener du dehors M. Madeleine si M. Madeleine n'était pas dehors, que c'était là le premier embarras, et puis qu'il avait encore un embarras, la bière vide. Qu'est-ce que c'est que la bière vide? Demanda Jean Valjean. Fauchelevent répondit: La bière de l'administration. Quelle bière et quelle administration? Une religieuse meurt, le médecin de la municipalité vient et dit: Il y a une religieuse morte. Le gouvernement envoie une bière. Le lendemain, il envoie un corbillard et des croque-morts pour reprendre la bière et la porter au cimetière. Les croque-morts viendront et soulèveront la bière. Il n'y aura rien dedans. Mettez-y quelque chose. Un mort? Je n'en ai pas. Non. Quoi donc? Un vivant. Quel vivant? Moi, dit Jean Valjean. Fauchelevent, qui s'était assis, se leva comme si un pétard fût parti sous sa chaise. Vous? Pourquoi pas?
Jean Valjean eut un de ces rares sourires qui lui venaient comme une lueur dans un ciel d'hiver. Vous savez, Fauchelevent, que vous avez dit la mère Crucifixion est morte, et j'ai ajouté et le père Madeleine est enterré. Ce sera cela. Ah bon, vous riez. Vous ne parlez pas sérieusement? Très sérieusement. Il faut sortir d'ici? Sans doute. Je vous ai dit de me trouver pour moi aussi une hotte et une bâche. Eh bien, la hotte, ce sera un pain, et la bâche, ce sera un drap noir. D'abord un drap blanc, on enterre les religieuses en blanc. Va pour le drap blanc. Vous n'êtes pas un homme comme les autres, père Madeleine. Voir de telles imaginations qui ne sont pas autre chose que les sauvages et téméraires inventions du bagne, sortir des choses paisibles qui l'entouraient, et se mêler à ce qu'il appelait le petit train-train du couvent, c'était pour Fauchelevent une stupeur comparable à celle d'un passant qui verrait un goéland pêcher dans le ruisseau de la rue Saint-Denis. Jean Valjean poursuivit. Il s'agit de sortir d'ici sans être vu. C'est un moyen. Mais d'abord, renseignez-moi. Comment cela se passe-t-il? Où est cette bière? Celle qui est vide? Oui. En bas, dans ce qu'on appelle la salle des mortes. Elle est sur 2 tréteaux et sous le drap mortuaire. Quelle est la longueur de la bière? 6 pieds. Qu'est-ce que c'est que la salle des mortes? C'est une chambre de rez-de-chaussée qui a une fenêtre grillée sur le jardin qu'on ferme du dehors avec un volet et 2 portes, l'une qui va au couvent, l'autre qui va à l'église. Quelle église? L'église de la rue, l'église de tout le monde. Avez-vous les clés de ces 2 portes? Non. J'ai la clé de la porte qui communique au couvent. Le concierge a la clé de la porte qui communique à l'église. Quand le concierge ouvre-t-il cette porte-là? Uniquement pour laisser entrer les croque-morts qui viennent chercher la bière. La bière sortie, la porte se referme. Qui est-ce qui cloue la bière? C'est moi. Qui est-ce qui met le drap dessus? C'est moi. Êtes-vous seul? Pas un autre homme, excepté le médecin de la police, ne peut entrer dans la salle des mortes. C'est même écrit sur le mur. Pourriez-vous, cette nuit, quand tout dormira dans le couvent, me cacher dans cette salle? Non. Mais je puis vous cacher dans un petit réduit noir qui donne dans la salle des mortes, où je mets mes outils d'enterrement et dont j'ai la garde et la clé. À quelle heure le corbillard viendra-t-il chercher la bière demain? Vers 3 heures du soir. L'enterrement se fait au cimetière Vaugirard un peu avant la nuit. Ce n'est pas tout près. Je resterai caché dans votre réduit à outils toute la nuit et toute la matinée. Et à manger? J'aurai faim. Je vous porterai de quoi? Vous pourriez venir me clouer dans la bière à 2 heures. Fauchelevent recula et se fit craquer les os des doigts. Mais c'est impossible! Bah, prendre un marteau et clouer des clous dans une planche? Ce qui semblait inouï à Fauchelevent était, nous le répétons, simple pour Jean Valjean. Jean Valjean avait traversé de pires détroits. Quiconque a été prisonnier sait l'art de se rapetisser selon le diamètre des évasions. Le prisonnier est sujet à la fuite, comme le malade à la crise qui le sauve ou qui le perd. Une évasion, c'est une guérison. Que n'accepte-t-on pas pour guérir? Se faire clouer et emporter dans une caisse comme un colis, vivre longtemps dans une boîte, trouver de l'air où il n'y en a pas, économiser sa respiration des heures entières, savoir étouffer sans mourir, c'était là un des sombres talents de Jean Valjean. Du reste, une bière dans laquelle il y a un être vivant, cet expédient de forçat est aussi un expédient d'empereur. S'il faut en croire le moine Austin Castillero, ce fut le moyen que Charles Quint, voulant après son abdication revoir une dernière fois la plombe, employa pour la faire entrer dans le monastère de Saint-Just et pour l'en faire sortir. Fauchelevent, un peu revenu à lui, s'écria « Mais comment ferez-vous pour respirer ?»« Je respirerai. »« Dans cette boîte? Moi seulement d'y penser, je suffoque. »« Vous avez bien une vrille. Vous ferez quelques petits trous autour de la bouche, çà et là, et vous clouerez sans serrer la planche de dessus. »« Bon, et s'il vous arrive de tousser ou d'éternuer? »« Celui qui s'évade ne tousse pas et n'éternue pas. » Et Jean Valjean ajouta « Père Fauchelevent,
il faut se décider. Ou être pris ici, ou accepter la sortie par le corbillard. Tout le monde a remarqué le goût qu'ont les chats de s'arrêter et de flâner entre les deux battants d'une porte entrebâillée. Qui n'a dit à un chat « Mais entre donc !» Il y a des hommes qui, dans un incident entr'ouvert devant eux, ont aussi une tendance à rester indécis entre deux résolutions, au risque de se faire écraser par le destin fermant brusquement l'aventure. Les trop prudents, tout chats qu'ils sont, et parce qu'ils sont chats, courent quelquefois plus de danger que les audacieux. Fauchelevent était de cette nature hésitante. Pourtant, le sang-froid de Jean Valjean le gagnait malgré lui. Il grommela « Au fait, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen. » Jean Valjean reprit « La seule chose qui m'inquiète, c'est ce qui se passera au cimetière. »« C'est justement cela qui ne m'embarrasse pas, » s'écria Fauchelevent. « Si vous êtes sûr de vous tirer de la bière, moi, je suis sûr de vous tirer de la fosse. Le fossoyeur est un ivrogne de mes amis, c'est le père Mestienne, un vieux de la vieille vigne. Le fossoyeur met les morts dans la fosse, et moi je mets le fossoyeur dans ma poche. Ce qui se passera, je vais vous le dire. On arrivera un peu avant la brune, 3/4 d'heure avant la fermeture des grilles du cimetière. Le corbillard roulera jusqu'à la fosse, je suivrai, c'est ma besogne. J'aurai un marteau, un ciseau et des tenailles dans ma poche. Le corbillard s'arrête, les croque-morts vous nouent une corde autour de votre bière et vous descendent. Le prêtre dit les prières, fait le signe de croix, jette l'eau bénite et file. Je reste seul avec le père Mestienne. C'est mon ami, je vous dis. De deux choses l'une, ou il sera soûl, ou il ne sera pas soûl. S'il n'est pas soûl, je lui dis « Viens boire un coup pendant que le bon coin est encore ouvert. » Je l'emmène, je le grise. Le père Mestienne n'est pas long à griser, il est toujours commencé. Je te le couche sous la table, je lui prends sa carte pour rentrer au cimetière, et je reviens sans lui. Vous n'avez plus affaire qu'à moi. S'il est soûl, je lui dis « Va-t'en, je vais faire ta besogne. » Et il s'en va, et je vous tire du trou. Jean Valjean lui tendit sa main sur laquelle Fauchelevent se précipita avec une touchante effusion paysanne. C'est convenu, père Fauchelevent. Tout ira bien. Pourvu que rien ne se dérange, pensa Fauchelevent. Si cela allait devenir terrible. Fin du chapitre 4 du livre 8e, enregistré par Ezois, en Belgique, en août 2010. Chapitre 5 du livre 8e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables, de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 8e, Les cimetières prennent ce qu'on leur donne. Chapitre 5 Il ne suffit pas d'être ivrogne pour être immortel. Le lendemain, comme le soleil déclinait, les allants et venants fort clairsemés du boulevard du Maine ôtaient leurs chapeaux au passage d'un corbillard vieux modèle, orné de têtes de mort, de tibias et de larmes. Dans ce corbillard, il y avait un cercueil couvert d'un drap blanc sur lequel s'étalait une vaste croix noire, pareille à une grande morte dont les bras pendent. Un carrosse drapé, où l'on apercevait un prêtre en surplis et un enfant de chœur en calotte rouge, suivait. 2 croque-morts en uniforme gris à parements noirs marchaient à droite et à gauche du corbillard. Derrière venait un vieux homme en habit d'ouvrier qui boitait. Ce cortège se dirigeait vers le cimetière Vaugirard. On voyait passer de la poche de l'homme le manche d'un marteau, la lame d'un ciseau à froid et la double antenne d'une paire de tenailles. Le cimetière Vaugirard faisait exception parmi les cimetières de Paris. Il avait ses usages particuliers, de même qu'il avait sa porte cochère et sa porte bâtarde que, dans le quartier, les vieilles gens, tenaces aux vieux mots, appelaient la porte cavalière et la porte piétonne. Les Bernardines bénédictines du Petit Picpus avaient obtenu, nous l'avons dit, d'y être enterrées dans un coin à part, et le soir, ce terrain ayant jadis appartenu à leur communauté. Les fossoyeurs, ayant de cette façon dans le cimetière un service du soir l'été et de nuit l'hiver, y étaient astreints à une discipline particulière. Les portes des cimetières de Paris se fermaient à cette époque au coucher du soleil, et, ceci étant une mesure d'ordre municipal, le cimetière Vaugirard y était soumis comme les autres. La porte cavalière et la porte piétonne étaient 2 grilles contiguës,
accosté d'un pavillon bâti par l'architecte Perronnet et habité par le portier du cimetière. Ces grilles tournaient donc inexorablement sur leurs gonds à l'instant où le soleil disparaissait derrière le dôme des Invalides. Si quelques fossoyeurs, à ce moment-là, étaient attardés dans le cimetière, ils n'avaient qu'une ressource pour sortir, sa carte de fossoyeur délivrée par l'administration des pompes funèbres. Une espèce de boîte aux lettres était pratiquée dans le volet de la fenêtre du concierge. Le fossoyeur jetait sa carte dans cette boîte, le concierge l'entendait tomber, tirait le cordon, et la porte piétonne s'ouvrait. Si le fossoyeur n'avait pas sa carte, il se nommait, le concierge, parfois couché et endormi, se levait, allait reconnaître le fossoyeur, et ouvrait la porte avec la clé. Le fossoyeur sortait, mais payait 15 francs d'amende. Ce cimetière, avec ses originalités en dehors de la règle, gênait la symétrie administrative. On l'a supprimé peu après 1830. Le cimetière Montparnasse, dit cimetière de l'Est, lui a succédé et a hérité de ce fameux cabaret mitoyen au cimetière Vaugirard qui était surmonté d'un coin peint sur une planche et qui faisait angle, d'un côté sur les tables des buveurs, de l'autre sur les tombeaux, avec cette enseigne « Au bon coin ». Le cimetière Vaugirard était ce qu'on pourrait appeler un cimetière fané. Il tombait en désuétude. La moisissure l'envahissait, les fleurs le quittaient. Les bourgeois se souciaient peu d'être enterrés à Vaugirard. Cela sentait le pauvre. Le Père-Lachaise, à la bonne heure. Être enterré au Père-Lachaise, c'est comme avoir des meubles en acajou. L'élégance se reconnaît là. Le cimetière Vaugirard était un enclos vénérable, planté en ancien jardin français. Des allées droites, des buis, des tuyas, des houx, de vieilles tombes sous de vieux ifs, l'herbe très haute. Le soir y était tragique. Il y avait là des lignes très lugubres. Le soleil n'était pas encore couché quand le corbillard au drap blanc et à la croix noire entra dans l'avenue du cimetière Vaugirard. L'homme boiteux qui le suivait n'était autre que Fauchelevent. L'enterrement de la mère Crucifixion dans le caveau sous l'autel, la sortie de Cosette, l'introduction de Jean Valjean dans la salle des mortes, tout s'était exécuté sans encombre et rien n'avait accroché. Disons-le en passant, l'inhumation de la mère Crucifixion sous l'autel du couvent est pour nous chose parfaitement vénielle. C'est une de ces fautes qui ressemblent à un devoir. Les religieuses l'avaient accomplie, non seulement sans trouble, mais avec l'applaudissement de leur conscience. Au cloître, ce qu'on appelle le gouvernement n'est qu'une immixtion dans l'autorité, immixtion toujours discutable. D'abord la règle, quant au code, on verra. Hommes, faites des lois tant qu'il vous plaira, mais gardez-les pour vous. Le péage à César n'est jamais que le reste du péage à Dieu. Un prince n'est rien près d'un principe. Fauchelevent boitait derrière le corbillard, très content. Ces deux complots jumeaux, l'un avec les religieuses, l'autre avec M. Madeleine, l'un pour le couvent, l'autre contre, avaient réussi de front. Le calme de Jean Valjean était de ces tranquillités puissantes qui se communiquent. Fauchelevent ne doutait plus du succès. Ce qui restait à faire n'était rien. Depuis 2 ans, il avait grisé 10 fois le fossoyeur, le brave père Mestienne, un bonhomme joufflu. Il en jouait du père Mestienne, il en faisait ce qu'il voulait. Il le coiffait de sa volonté et de sa fantaisie. La tête de Mestienne s'ajustait au bonnet de Fauchelevent. La sécurité de Fauchelevent était complète. Au moment où le convoi entra dans l'avenue menant au cimetière, Fauchelevent, heureux, regarda le corbillard et se frotta ses grosses mains en disant à demi-voix « En voilà une farce !» Tout à coup le corbillard s'arrêta. On était à la grille. Il fallait exhiber le permis d'inhumer. L'homme des pompes funèbres s'aboucha avec le portier du cimetière. Pendant ce colloque, qui produit toujours un temps d'arrêt d'1 ou 2 minutes, quelqu'un, un inconnu, vint se placer derrière le corbillard à côté de Fauchelevent. C'était une espèce d'ouvrier qui avait une veste aux larges poches et une pioche sous le bras. Fauchelevent regarda cet inconnu. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. L'homme répondit « Le fossoyeur ». Si l'on survivait à un boulet de canon en pleine poitrine, on ferait la figure que fit Fauchelevent. « Le fossoyeur » ? « Oui. »« Vous ?»« Moi. »« Le fossoyeur, c'est le père Mestienne. » « C'était. »
Comment c'était? Il est mort. Fauchelevent s'était attendu à tout, excepté à ceci, qu'un fossoyeur pût mourir. C'est pourtant vrai. Les fossoyeurs eux-mêmes meurent. À force de creuser la fosse des autres, on ouvre la sienne. Fauchelevent demeura béant. Il eut à peine la force de bégayer. Mais ce n'est pas possible. Cela est. Mais, reprit-il faiblement, le fossoyeur, c'est le père Mestienne? Après Napoléon, Louis XVIII. Après Mestienne, Gribier. Paysan, je m'appelle Gribier. Fauchelevent, tout pâle, considéra ce Gribier. C'était un homme long, maigre, livide, parfaitement funèbre. Il avait l'air d'un médecin manqué, tourné fossoyeur. Fauchelevent éclata de rire. Ah, comme il arrive de drôles de choses! Le père Mestienne est mort. Le petit père Mestienne est mort, mais vive le petit père Lenoir! Vous savez ce que c'est que le petit père Lenoir? C'est le cruchon du rouge à 6 sur le plomb. C'est le cruchon du Suresne, Morbigou, du vrai Suresne de Paris. Ah, il est mort, le vieux Mestienne. J'en suis fâché, c'était un bon vivant. Mais vous aussi, vous êtes un bon vivant. Pas vrai, camarade? Nous allons aller boire ensemble un coup tout à l'heure. L'homme répondit. J'ai étudié, j'ai fait ma 4e, je ne bois jamais. Le corbillard s'était remis en marche et roulait dans la grande allée du cimetière. Fauchelevent avait ralenti son pas. Il boitait, plus encore d'anxiété que d'infirmité. Le fossoyeur marchait devant lui. Fauchelevent passa encore une fois l'examen du Gribier inattendu. C'était un de ces hommes qui, jeunes, ont l'air vieux, et qui, maigres, sont très forts. « Camarade !» cria Fauchelevent. L'homme se retourna. « Je suis le fossoyeur du couvent. »« Mon collègue !» dit l'homme. Fauchelevent, illettré mais très fin, comprit qu'il avait affaire à une espèce redoutable, à un beau parleur. Il grommela. « Comme ça, le père Mestienne est mort. » L'homme répondit. « Complètement. Le bon Dieu a consulté son carnet d'échéances. C'était le tour du père Mestienne. Le père Mestienne est mort. » Fauchelevent répéta machinalement. « Le bon Dieu. »« Le bon Dieu, » fit l'homme avec autorité. « Pour les philosophes, le Père éternel. Pour les jacobins, l'être suprême. »« Est-ce que nous ne ferons pas connaissance ?» balbutia Fauchelevent. « Elle est faite. Vous êtes paysan, je suis parisien. On ne se connaît pas tant qu'on n'a pas bu ensemble. Qui vide son verre vide son cœur. Vous allez venir boire avec moi, ça ne se refuse pas. D'abord la besogne. » Fauchelevent pensa. « Je suis perdu. » On n'était plus qu'à quelques tours de roue de la petite allée qui menait au coin des religieuses. Le fossoyeur reprit. « Paysan, j'ai 7 mioches qu'il faut nourrir. Comme il faut qu'ils mangent, il ne faut pas que je boive. » Et il ajouta avec la satisfaction d'un être sérieux qui fait une phrase. « Leur faim est ennemie de ma soif. » Le corbillard tourna un massif de cyprès, quitta la grande allée, en prit une petite, entra dans les terres et s'enfonça dans un fourré. Ceci indiquait la proximité immédiate de la sépulture. Fauchelevent ralentissait son pas, mais ne pouvait ralentir le corbillard. Heureusement la terre meuble et mouillée par les pluies d'hiver engluait les roues et alourdissait la marche. Il se rapprocha du fossoyeur. « Il y a un si bon petit vin d'Argenteuil !» murmura Fauchelevent. « Villageois, reprit l'homme, cela ne devrait pas être que je sois fossoyeur. Mon père était portier au Prytanée. Il me destinait à la littérature. Mais il a eu des malheurs. Il a fait des pertes à la bourse. J'ai dû renoncer à l'état d'auteur. Pourtant, je suis encore écrivain public. »« Mais vous n'êtes donc pas fossoyeur ?» repartit Fauchelevent, se raccrochant à cette branche bien faible. « L'un n'empêche pas l'autre. Je cumule. » Fauchelevent ne comprit pas ce dernier mot. « Venons boire, dit-il. » Ici une observation est nécessaire. Fauchelevent, quelle que fût son angoisse, offrait à boire, mais ne s'expliquait pas sur un point. Qui payera? D'ordinaire, Fauchelevent offrait, et le père Mestienne payait. Une offre à boire résultait évidemment de la situation nouvelle créée par le fossoyeur nouveau, et cette offre il fallait la faire. Mais le vieux jardinier laissait, non sans intention, le proverbial quart d'heure, dit de Rabelais, dans l'ombre. Quant à lui, Fauchelevent, si ému qu'il fût, il ne se souciait point de payer. Le fossoyeur poursuivit, avec un sourire supérieur. « Il faut manger.
J'ai accepté la survivance du père Mestienne. Quand on a fait presque ses classes, on est philosophe. Au travail de la main, j'ai ajouté le travail du bras. J'ai mon échoppe d'écrivain au marché de la rue de Sèvres. Vous savez, le marché aux parapluies. Toutes les cuisinières de la Croix-Rouge s'adressent à moi. Je leur bâcle leurs déclarations au tourlourou. Le matin, j'écris des billets doux, le soir, je creuse des fosses. Telle est la vie, campagnard. Le corbillard avançait. Fauchelevent, au comble de l'inquiétude, regardait de tous les côtés autour de lui. De grosses larmes de sueur lui tombaient du front. Pourtant, continua le fossoyeur, on ne peut pas servir de maîtresse. Il faudra que je choisisse de la plume ou de la pioche. La pioche me gâte la main. Le corbillard s'arrêta. L'enfant de chœur descendit de la voiture drapée, puis le prêtre. Une des petites roues de devant du corbillard montait un peu sur un tas de terre, au-delà duquel on voyait une fosse ouverte. « En voilà une farce !» répéta Fauchelevent consterné. Fin du chapitre 5 du livre 8e, enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2010. Chapitre 6 du livre 8e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 8e, Les cimetières prennent ce qu'on leur donne, chapitre 6, Entre quatre planches. Qui était dans la bière ? On le sait, Jean Valjean. Jean Valjean s'était arrangé pour vivre là-dedans, et il respirait à peu près. C'est une chose étrange à quel point la sécurité de la conscience donne la sécurité du reste. Toute la combinaison préméditée par Jean Valjean marchait, et marchait bien depuis la veille. Il comptait, comme Fauchelevent, sur le père Mestienne. Il ne doutait pas de la fin. Jamais situation plus critique, jamais calme plus complet. Les quatre planches du cercueil dégagent une sorte de paix terrible. Il semblait que quelque chose du repos des morts entrât dans la tranquillité de Jean Valjean. Du fond de cette bière, il avait pu suivre et il suivait toutes les phases du drame redoutable qu'il jouait avec la mort. Peu après que Fauchelevent eut achevé de clouer la planche de dessus, Jean Valjean s'était senti emporter, puis rouler. À moins de secousses, il avait senti qu'on passait du pavé à la terre battue, c'est-à-dire qu'on quittait les rues et qu'on arrivait au boulevard. À un bruit sourd, il avait deviné qu'on traversait le pont d'Austerlitz. Au premier temps d'arrêt, il avait compris qu'on entrait dans le cimetière. Au second temps d'arrêt, il s'était dit « Voici la fosse ». Brusquement, il sentit que des mains saisissaient la bière, puis un frottement rauque sur les planches. Il se rendit compte que c'était une corde qu'on nouait autour du cercueil pour le descendre dans l'excavation. Puis il eut une espèce d'étourdissement. Probablement les croque-morts et le fossoyeur avaient laissé basculer le cercueil et descendu la tête avant les pieds. Il revint pleinement à lui en se sentant horizontal et immobile. Il venait de toucher le fond. Il sentit un certain froid. Une voix s'éleva au-dessus de lui, glaciale et solennelle. Il entendit passer, si lentement qu'il pouvait les saisir l'un après l'autre, des mots latins qu'il ne comprenait pas. Qui dormiunt in terrae pulvere et vigilabunt. Ali in vitam aeternam, et ali in opprobrium, ut videant semper. Une voix d'enfant dit « De profundis ». La voix grave recommença « Requiem aeternam dona ei, Domine ». La voix d'enfant répondit « Et lux perpetua luceat ei ». Il entendit sur la planche qui le recouvrait quelque chose comme le frappement doux de quelques gouttes de pluie. C'était probablement l'eau bénite. Il songea « Cela va être fini. Encore un peu de patience. Le prêtre va s'en aller. Fauchelevent emmènera Mestienne boire. On me laissera. Puis Fauchelevent reviendra seul, et je sortirai. Ce sera l'affaire d'une bonne heure. » La voix grave reprit. «
requiescat in pace. Et la voix d'enfant dit Amen. Jean Valjean, l'oreille tendue, perçut quelque chose comme des pas qui s'éloignaient. Les voilà qui s'en vont, pensa-t-il, je suis seul. Tout à coup, il entendit sur sa tête un bruit qui lui sembla la chute du tonnerre. C'était une pelletée de terre qui tombait sur le cercueil. Une seconde pelletée de terre tomba. Un des trous par où il respirait venait de se boucher. Une troisième pelletée de terre tomba, puis une quatrième. Il est des choses plus fortes que l'homme le plus fort. Jean Valjean perdit conscience. Fin du chapitre 6 du livre 8e, enregistré par Ezoa, en Belgique, en août 2010. Chapitre 7 du livre 8e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre 8e, Les cimetières prennent ce qu'on leur donne. Chapitre 7, où l'on trouvera l'origine du mot « ne pas perdre la carte ». Voici ce qui se passait au-dessus de la bière où était Jean Valjean. Quand le corbillard se fut éloigné, quand le prêtre et l'enfant de chœur furent remontés en voiture et partis, Fauchelevent, qui ne quittait pas des yeux le fossoyeur, le vit se pencher et empoigner sa pelle, qui était enfoncée droite dans le tas de terre. Alors Fauchelevent prit une résolution suprême. Il se plaça entre la fosse et le fossoyeur, croisa les bras, et dit « C'est moi qui paye ». Le fossoyeur le regarda avec étonnement et répondit « Quoi, paysan ?» Fauchelevent répéta « C'est moi qui paye ». « Quoi ? Le vin ? Quel vin ? L'Argenteuil. Où ça, l'Argenteuil ? Au Bon Coin. Va-t'en au diable, dit le fossoyeur. Et il jeta une pelletée de terre sur le cercueil. La bière rendit un son creux. Fauchelevent se sentit chanceler et prêt à tomber lui-même dans la fosse. Il cria, d'une voix où commençait à se mêler l'étranglement du râle, « Camarade, avant que le Bon Coin soit fermé !» Le fossoyeur reprit de la terre dans la pelle. Fauchelevent continua. « Je paye !» Et il saisit le bras du fossoyeur. « Écoutez-moi, camarade, je suis le fossoyeur du couvent, je viens pour vous aider. C'est une besogne qui peut se faire la nuit. Commençons donc par aller boire un coup. » Et tout en parlant, tout en se cramponnant à cette insistance désespérée, il faisait cette réflexion lugubre. Et quand il boirait, se griserait-il ? « Provincial, dit le fossoyeur, si vous le voulez absolument, j'y consens. Nous boirons. Après l'ouvrage, jamais avant. » Et il donna le branle à sa pelle. Fauchelevent le retint. « C'est de l'Argenteuil à 6. »« Ah ça, dit le fossoyeur, vous êtes sonneur de cloche. Dindon, vous ne savez dire que ça. Allez vous faire l'air. » Et il lança la seconde pelletée. Fauchelevent arrivait à ce moment où l'on ne sait plus ce qu'on dit. « Mais venez donc boire, cria-t-il, puisque c'est moi qui paye. »« Quand nous aurons couché l'enfant, dit le fossoyeur. Il jeta la troisième pelletée. Puis il enfonça la pelle dans la terre et ajouta « Voyez-vous, il va faire froid cette nuit, et la morte crierait derrière nous si nous la plantions là sans couverture. » En ce moment, tout en chargeant sa pelle, le fossoyeur se courbait et la poche de sa veste bâillait. Le regard effaré de Fauchelevent tomba machinalement dans cette poche et s'y arrêta. Le soleil n'était pas encore caché par l'horizon. Il faisait assez jour pour qu'on pût distinguer quelque chose de blanc au fond de cette poche béante. Toute la quantité d'éclairs que peut avoir l'œil d'un paysan picard traversa la prunelle de Fauchelevent. Il venait de lui venir une idée. Sans que le fossoyeur, tout à sa pelletée de terre, s'en aperçût, il lui plongea par derrière la main dans la poche et il retira de cette poche la chose blanche qui était au fond. Le fossoyeur envoya dans la fosse la quatrième pelletée. Au moment où il se retournait pour prendre la cinquième, Fauchelevent le regarda avec un profond calme et lui dit « À propos, nouveau, avez-vous votre carte ?»
Le fossoyeur s'interrompit. Quelle carte? Le soleil va se coucher. C'est bon qu'il mette son bonnet de nuit. La grille du cimetière va se fermer. Eh bien après? Avez-vous votre carte? Ah, ma carte! Dit le fossoyeur, et il fouilla dans sa poche. Une poche fouillée, il fouilla l'autre. Il passa au gousset, explora le premier, retourna le second. Mais non, dit-il, je n'ai pas ma carte. Je l'aurais oubliée. 15 francs d'amende, dit Fauchelevent. Le fossoyeur devint vert. Le vert est la pâleur des gens livides. Ah, Jésus, mon Dieu, Bancroche à bas la lune! S'écria-t-il. 15 francs d'amende! 3 pièces sans sous, dit Fauchelevent. Le fossoyeur laissa tomber sa pelle. Le tour de Fauchelevent était venu. Ah, ça, dit Fauchelevent. Conscrit, pas de désespoir. Il ne s'agit pas de se suicider et de profiter de la fosse. 15 francs, c'est 15 francs. Et d'ailleurs, vous pouvez ne pas les payer. Je suis vieux, vous êtes nouveau. Je connais les trucs, les trocs, les trics et les tracs. Je vais vous donner un conseil d'ami. Une chose est claire, c'est que le soleil se couche, il touche au dôme, le cimetière va fermer dans 5 minutes. C'est vrai, répondit le fossoyeur. D'ici à 5 minutes, vous n'avez pas le temps de remplir la fosse, elle est creuse comme le diable, cette fosse, et d'arriver à temps pour sortir avant que la grille soit fermée. C'est juste. En ce cas, 15 francs d'amende. 15 francs. Mais vous avez le temps. Où demeurez-vous? À 2 pas de la barrière, à un quart d'heure d'ici, rue de Vaugirard, numéro 87. Vous avez le temps, en pendant vos guiboles à votre cou, de sortir tout de suite. C'est exact. Une fois hors de la grille, vous galopez chez vous, vous prenez votre carte, vous revenez, le portier du cimetière vous ouvre. Ayant votre carte, rien à payer, et vous enterrez votre mort. Moi, je vais vous le garder en attendant pour qu'il ne se sauve pas. Je vous dois la vie, paysan. Fichez-moi le camp, dit Fauchelevent. Le fossoyeur, éperdu de reconnaissance, lui secoua la main et partit en courant. Quand le fossoyeur eut disparu dans le fourré, Fauchelevent écouta jusqu'à ce qu'il eût entendu le pas se perdre, puis il se pencha vers la fosse et dit à demi-voix « Père Madeleine !» Rien ne répondit. Fauchelevent eut un frémissement. Il se laissa rouler dans la fosse plutôt qu'il n'y descendit, se jeta sur la tête du cercueil et cria « Êtes-vous là ?» Silence dans la bière. Fauchelevent, ne respirant plus à force de tremblement, prit son ciseau à froid et son marteau et fit sauter la planche de dessus. La face de Jean Valjean apparut dans le crépuscule, les yeux fermés, pâle. Les cheveux de Fauchelevent se hérissèrent, il se leva debout, puis tomba adossé à la paroi de la fosse, prêt à s'affaisser sur la bière. Il regarda Jean Valjean. Jean Valjean gisait, blême et immobile. Fauchelevent murmura d'une voix basse comme un souffle « Il est mort !» Et se redressant, croisant les bras si violemment que ses 2 poings fermés vinrent frapper ses 2 épaules, il cria « Voilà comme je le sauve, moi !» Alors le pauvre bonhomme se mit à sangloter. Monologuant, car c'est une erreur de croire que le monologue n'est pas dans la nature. Les fortes agitations parlent souvent à haute voix. « C'est la faute au père Mestienne. Pourquoi est-il mort, cet imbécile-là? Qu'est-ce qu'il avait besoin de crever au moment où on ne s'y attend pas? C'est lui qui fait mourir monsieur Madeleine. Père Madeleine, il est dans la bière, il est tout porté. C'est fini. Aussi, ces choses-là, est-ce que ça a du bon sens? Ah, mon Dieu, il est mort! Eh bien, et sa petite, qu'est-ce que je vas en faire? Qu'est-ce que la fruitière va dire? Qu'un homme comme ça meure comme ça, si c'est Dieu possible! Quand je pense qu'il s'était mis sous ma charrette! Père Madeleine! Père Madeleine! Pardine, il a étouffé, je disais bien, il n'a pas voulu me croire. Eh bien, voilà une jolie polissonnerie de faite. Il est mort, ce brave homme, le plus bon homme qu'il y eut dans les bonnes gens du bon Dieu. Et sa petite. Ah! D'abord, je ne rentre pas là-bas, moi. Je reste ici. Avoir fait un coup comme ça? C'est bien la peine d'être 2 vieux pour être 2 vieux fous. Mais d'abord, comment avait-il fait pour entrer dans le couvent? C'était déjà le commencement. On ne doit pas faire de ces choses-là. Père Madeleine! Père Madeleine! Madeleine! Monsieur Madeleine! Monsieur le maire! Il ne m'entend pas.
tirez-vous donc de là, à présent. Et il s'arracha les cheveux. On entendit au loin dans les arbres un grincement aigu. C'était la grille du cimetière qui se fermait. Fauchelevent se pencha sur Jean Valjean, et tout à coup eut une sorte de rebondissement et tout le recul qu'on peut avoir dans une fosse. Jean Valjean avait les yeux ouverts et le regardait. Voir une mort est effrayant. Voir une résurrection l'est presque autant. Fauchelevent devint comme de pierre, pâle, hagard, bouleversé par tous ces excès d'émotion, ne sachant s'il avait affaire à un vivant ou à un mort, regardant Jean Valjean qui le regardait. Je m'endormais, dit Jean Valjean, et il se mit sur son séant. Fauchelevent tomba à genoux. Juste bonne Vierge, m'avez-vous fait peur? Puis il se releva et cria: Merci, Père Madeleine. Jean Valjean n'était qu'évanoui. Le grand air l'avait réveillé. La joie est le reflux de la terreur. Fauchelevent avait presque autant à faire que Jean Valjean pour revenir à lui. Vous n'êtes donc pas mort? Oh, comme vous avez de l'esprit, vous! Je vous ai tant appelé que vous êtes revenu. Quand j'ai vu vos yeux fermés, j'ai dit: bon, le voilà étouffé. Je serais devenu fou furieux, vrai fou à camisole. On m'aurait mis à Bicêtre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse si vous étiez mort? Et votre petite? C'est la fruitière qui n'y aurait rien compris. On lui campe l'enfant sur les bras et le grand-père est mort. Quelle histoire! Mes bons saints du paradis, quelle histoire! Ah, vous êtes vivant, voilà le bouquet. J'ai froid, dit Jean Valjean. Ce mot rappela complètement Fauchelevent à la réalité, qui était urgente. Ces deux hommes, même revenus à eux, avaient, sans s'en rendre compte, l'âme trouble, et en eux quelque chose d'étrange qui était l'égarement sinistre du lieu. Sortons vite d'ici, s'écria Fauchelevent. Il fouilla dans sa poche et en tira une gourde dont il s'était pourvu. Mais d'abord la goutte, dit-il. La gourde acheva ce que le grand air avait commencé. Jean Valjean but une gorgée d'eau-de-vie et reprit pleine possession de lui-même. Il sortit de la bière et aida Fauchelevent à en reclouer le couvercle. 3 minutes après, ils étaient hors de la fosse. Du reste, Fauchelevent était tranquille. Il prit son temps. Le cimetière était fermé. La survenue du fossoyeur Gribier n'était pas à craindre. Ce conscrit était chez lui, occupé à chercher sa carte, et bien empêché de la trouver dans son logis, puisqu'elle était dans la poche de Fauchelevent. Sans carte, il ne pouvait rentrer au cimetière. Fauchelevent prit la pelle et Jean Valjean la pioche, et tous deux firent l'enterrement de la bière vide. Quand la fosse fut comblée, Fauchelevent dit à Jean Valjean: Venons-nous-en. Je garde la pelle, emportez la pioche. La nuit tombait. Jean Valjean eut quelque peine à se remuer et à marcher. Dans cette bière, il s'était roidi et était devenu un peu cadavre. L'ankylose de la mort l'avait saisi entre ses 4 planches. Il fallut, en quelque sorte, qu'il se dégelât du sépulcre. « Vous êtes gourd, dit Fauchelevent. C'est dommage que je sois bancal, nous battrions la semelle. Bah, répondit Jean Valjean, 4 pas me mettront la marche dans les jambes. Ils s'en allèrent par les allées où le corbillard avait passé. Arrivé devant la grille fermée et le pavillon du portier, Fauchelevent, qui tenait à sa main la carte du fossoyeur, la jeta dans la boîte, le portier tira le cordon, la porte s'ouvrit, ils sortirent. Comme tout cela va bien, dit Fauchelevent. Quelle bonne idée vous avez eue, Père Madeleine. Ils franchirent la barrière Vaugirard de la façon la plus simple du monde. Aux alentours d'un cimetière, une pelle et une pioche sont 2 passeports. La rue de Vaugirard était déserte. Père Madeleine, dit Fauchelevent tout en cheminant et en levant les yeux vers les maisons, vous avez de meilleurs yeux que moi. Indiquez-moi donc le numéro 87. Le voici, justement, dit Jean Valjean. Il n'y a personne dans la rue, reprit Fauchelevent. Donnez-moi la pioche et attendez-moi 2 minutes. Fauchelevent entra au numéro 87, monta tout en haut, guidé par l'instinct qui mène toujours le pauvre au grenier, et frappa dans l'ombre à la porte d'une mansarde. Une voix répondit: « Entrez !» C'était la voix de Gribier. Fauchelevent poussa la porte. Le logis du fossoyeur était, comme toutes ces infortunées demeures, un galetas démeublé et encombré. Une caisse d'emballage, une bière peut-être, y tenait lieu de commode, un pot à beurre y tenait lieu de fontaine, une paillasse y tenait lieu de lit,
Le carreau y tenait lieu de chaise et de table. Il y avait dans un coin, sur une loque qui était un vieux lambeau de tapis, une femme maigre et fort sans faim, faisant un tas. Tout ce pauvre intérieur portait les traces d'un bouleversement. On eût dit qu'il y avait eu là un tremblement de terre pour un. Les couvercles étaient déplacés, les haillons étaient épars, la cruche était cassée, la mère avait pleuré, les enfants probablement avaient été battus. Trace d'une perquisition acharnée et bourrue. Il était visible que le fossoyeur avait éperdument cherché sa carte et fait tout responsable de cette perte dans le galetas, depuis sa cruche jusqu'à sa femme. Il avait l'air désespéré. Mais Fauchelevent se hâtait trop vers le dénouement de l'aventure pour remarquer ce côté triste de son succès. Il entra et dit « Je vous rapporte votre pioche et votre pelle. » Gribier le regarda, stupéfait. « C'est vous, paysan ? Et demain matin, chez le concierge du cimetière, vous trouverez votre carte. » Et il posa la pelle et la pioche sur le carreau. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » demanda Gribier. « Cela veut dire que vous aviez laissé tomber votre carte de votre poche, que je l'ai trouvée à terre quand vous avez été parti, que j'ai enterré le mort, que j'ai rempli la fosse, que j'ai fait votre besogne, que le portier vous rendra votre carte et que vous ne payerez pas 15 francs. Voilà, conscrit. »« Merci, villageois !» s'écria Gribier ébloui. « La prochaine fois, c'est moi qui paye à boire. » Fin du chapitre 7 du livre 8e. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2010. Chapitre 8 du livre 8e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 8e, Les cimetières prennent ce qu'on leur donne, chapitre 8, Interrogatoire réussi. 1 heure après, par la nuit noire, 2 hommes et un enfant se présentaient au numéro 62 de la petite rue Picpus. Le plus vieux de ces hommes levait le marteau et frappait. C'étaient Fauchelevent, Jean Valjean et Cosette. Les 2 bonshommes étaient allés chercher Cosette chez la fruitière de la rue du Chemin Vert, où Fauchelevent l'avait déposée la veille. Cosette avait passé ses 24 heures à ne rien comprendre et à trembler silencieusement. Elle tremblait tant qu'elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas mangé non plus, ni dormi. La digne fruitière lui avait fait 100 questions, sans obtenir d'autre réponse qu'un regard morne, toujours le même. Cosette n'avait rien laissé transpirer de tout ce qu'elle avait entendu et vu depuis 2 jours. Elle devinait qu'on traversait une crise. Elle sentait profondément qu'il fallait être sage. Qui n'a éprouvé la souveraine puissance de ces 3 mots prononcés avec un certain accent dans l'oreille d'un petit être effrayé ? Ne dis rien. La peur est muette. D'ailleurs, personne ne garde un secret comme un enfant. Seulement, quand, après ces lugubres 24 heures, elle avait revu Jean Valjean, elle avait poussé un tel cri de joie que quelqu'un de pensif qui l'eût entendu eût deviné dans ce cri la sortie d'un abîme. Fauchelevent était du couvent et savait les mots de passe. Toutes les portes s'ouvrirent. Ainsi fut résolu le double et effrayant problème: sortir et entrer. Le portier, qui avait ses instructions, ouvrit la petite porte de service qui communiquait de la cour au jardin et qu'il y a 20 ans on voyait encore de la rue, dans le mur du fond de la cour, faisant face à la porte cochère. Le portier les introduisit tous les 3 par cette porte, et de là ils gagnèrent ce parloir intérieur réservé où Fauchelevent, la veille, avait pris les ordres de la prieure. La prieure, son rosaire à la main, les attendait. Une mère vocale, le voile bas, était debout près d'elle. Une chandelle discrète éclairait, on pourrait presque dire faisait semblant d'éclairer le parloir. La prieure passa en revue Jean Valjean. Rien n'examine comme un œil baissé. Puis elle le questionna. « C'est vous le frère ?»« Oui, révérende mère, » répondit Fauchelevent. « Comment vous appelez-vous » Fauchelevent répondit « Ultime Fauchelevent ».
Il avait eu en effet un frère nommé Ultime qui était mort. « De quel pays êtes-vous » Fauchelevent répondit « De Piquigny, près Amiens. »« Quel âge avez-vous » Fauchelevent répondit « 50 ans. »« Quel est votre état » Fauchelevent répondit « Jardinier. »« Êtes-vous bon chrétien » Fauchelevent répondit « Tout le monde l'est dans la famille. »« Cette petite est à vous » Fauchelevent répondit « Oui, révérende mère. »« Vous êtes son père » Fauchelevent répondit « Son grand-père. » La mère vocale dit à la prieure à demi-voix « Il répond bien. » Jean Valjean n'avait pas prononcé un mot. La prieure regarda Cosette avec attention et dit à demi-voix à la mère vocale « Elle sera laide. » Les deux mères causèrent quelques minutes très bas dans l'angle du parloir, puis la prieure se retourna et dit « Père Fauvent, vous aurez une autre genouillère avec grelot. Il en faut 2 maintenant. » Le lendemain, en effet, on entendait 2 grelots dans le jardin, et les religieuses ne résistaient pas à soulever un coin de leur voile. On voyait au fond, sous les arbres, 2 hommes bêchés côte à côte, Fauvent et un autre. Événement énorme. Le silence fut rompu jusqu'à s'entredire « C'est un aide-jardinier ». Les mères vocales ajoutaient « C'est un frère au père Fauvent ». Jean Valjean, en effet, était régulièrement installé. Il avait la genouillère de cuir et le grelot. Il était désormais officiel. Il s'appelait Ultime Fauchelevent. La plus forte cause déterminante de l'admission avait été l'observation de la prieure sur Cosette. Elle sera laide. La prieure, ce pronostic prononcé, prit immédiatement Cosette en amitié et lui donna place au pensionnat comme élève de charité. Ceci n'a rien que de très logique. On a beau n'avoir point de miroir au couvent, les femmes ont une conscience pour leur figure. Or, les filles qui se sentent jolies se laissent malaisément faire religieuses. La vocation étant assez volontiers en proportion inverse de la beauté, on espère plus des laides que des belles. De là un goût vif pour les laiderons. Toute cette aventure grandit le bon vieux Fauchelevent. Il eut un triple succès. Auprès de Jean Valjean qu'il sauva et abrita, auprès du fossoyeur Gribier qui se disait « Il m'a épargné l'amende », auprès du couvent qui, grâce à lui, en gardant le cercueil de la mère Crucifixion sous l'autel, éluda César et satisfit Dieu. Il y eut une bière avec cadavre au Petit Picpus et une bière sans cadavre au cimetière Vaugirard. L'ordre public en fut sans doute profondément troublé, mais ne s'en aperçut pas. Quant au couvent, sa reconnaissance pour Fauchelevent fut grande. Fauchelevent devint le meilleur des serviteurs et le plus précieux des jardiniers. À la prochaine visite de l'archevêque, la prieure conta la chose à sa grandeur en s'en confessant un peu et en s'en vantant aussi. L'archevêque, au sortir du couvent, en parla avec applaudissement et tout bas à M. de Latil, confesseur de Monsieur, plus tard archevêque de Reims et cardinal. L'admiration pour Fauchelevent fit du chemin, car elle alla à Rome. Nous avons eu sous les yeux un billet adressé par le pape régnant alors, Léon XII, à un de ses parents, Monsignor dont la nonciature de Paris est nommée comme lui Della Genga. On y lit ces lignes. Il paraît qu'il y a dans un couvent de Paris un jardinier excellent qui est un saint homme appelé Fauvent. Rien de tout ce triomphe ne parvint jusqu'à Fauchelevent dans sa baraque. Il continua de greffer, de sarcler et de couvrir ses melonnières, sans être au fait de son excellence et de sa sainteté. Il ne se douta pas plus de sa gloire que ne s'en doute un bœuf de Durham ou de Surrey dont le portrait est publié dans l'Illustrated London News avec cette inscription « Bœuf qui a remporté le prix au concours des bêtes à cornes ». Fin du chapitre 8 du livre 8e, enregistré par Ezois en Belgique en août 2010.
Chapitre 9 du livre 8e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre 8e, Les cimetières prennent ce qu'on leur donne. Chapitre 9, Clôture. Cosette au couvent continua de se taire. Cosette se croyait tout naturellement la fille de Jean Valjean. Du reste, ne sachant rien, elle ne pouvait rien dire. Et puis, dans tous les cas, elle n'aurait rien dit. Nous venons de le faire remarquer, rien ne dresse les enfants au silence comme le malheur. Cosette avait tant souffert qu'elle craignait tout, même de parler, même de respirer. Une parole avait si souvent fait crouler sur elle une avalanche. À peine commençait-elle à se rassurer depuis qu'elle était à Jean Valjean. Elle s'habitua assez vite au couvent. Seulement elle regrettait Catherine, mais elle n'osait pas le dire. Une fois pourtant elle dit à Jean Valjean: « Père, si j'avais su, je l'aurais emmené. » Cosette, en devenant pensionnaire du couvent, dut prendre l'habit des élèves de la maison. Jean Valjean obtint qu'on lui remît les vêtements qu'elle dépouillait. C'était ce même habillement de deuil qui lui avait fait revêtir lorsqu'elle avait quitté la gargote Thénardier. Il n'était pas encore très usé. Jean Valjean enferma ses nippes, plus les bas de laine et les souliers, avec force camphre et tous les aromates dont abondent les couvents, dans une petite valise qu'il trouva moyen de se procurer. Il mit cette valise sur une chaise près de son lit, et il en avait toujours la clef sur lui. « Père, lui demanda un jour Cosette, qu'est-ce que c'est donc que cette boîte là-bas qui sent si bon ?» Le père Fauchelevent, outre cette gloire que nous venons de raconter et qu'il ignora, fut récompensé de sa bonne action. D'abord, il en fut heureux, puis il eut beaucoup moins de besogne, la partageant. Enfin, comme il aimait beaucoup le tabac, il trouvait à la présence de M. Madeleine cet avantage qu'il prenait 3 fois plus de tabac que par le passé, et d'une manière infiniment plus voluptueuse, attendu que M. Madeleine le lui payait. Les religieuses n'adoptèrent point ce nom d'ultime. Elles appelèrent Jean Valjean l'autre fauvent. Si ces saintes filles avaient eu quelque chose du regard de Javert, elles auraient pu finir par remarquer que, lorsqu'il y avait quelque course à faire au dehors pour l'entretien du jardin, c'était toujours l'aîné Fauchelevent, le vieux, l'infirme, le bancal, qui sortait, et jamais l'autre. Mais, soit que les yeux toujours fixés sur Dieu ne sachent pas espionner, soit qu'elles fussent, de préférence, occupées à se guetter entre elles n'y firent point attention. Du reste, bien en prit à Jean Valjean de se tenir coi et de ne pas bouger. Javert observa le quartier plus d'un grand mois. Ce couvent était pour Jean Valjean comme une île entourée de gouffres. Ces 4 murs étaient désormais le monde pour lui. Il y voyait le ciel assez pour être serein, et Cosette assez pour être heureux. Une vie très douce recommença pour lui. Il habitait avec le vieux Fauchelevent la baraque du fond du jardin. Cette bicoque, bâtie en plâtras, qui existait encore en 1845, était composée, comme on sait, de 3 chambres, lesquelles étaient toutes nues et n'avaient que les murailles. La principale avait été cédée de force, car Jean Valjean avait résisté, en vain, par le père Fauchelevent à M. Madeleine. Le mur de cette chambre, outre les 2 clous destinés à l'accrochement de la genouillère et de la hotte, avait pour ornement un papier-monnaie royaliste de 93, appliqué à la muraille au-dessus de la cheminée, et dont voici le fac-similé exact. Cet assignat vendéen avait été cloué au mur par le précédent jardinier, ancien chouan qui était mort dans le couvent et que Fauchelevent avait remplacé. Jean Valjean travaillait tous les jours dans le jardin et y était très utile. Il avait été jadis émondeur et se retrouvait volontiers jardinier. On se rappelle qu'il avait toutes sortes de recettes et de secrets de culture. Il en tira parti. Presque tous les arbres du verger étaient des sauvageons. Il les écussonna et leur fit donner d'excellents fruits. Cosette avait permission de venir tous les jours passer 1 heure près de lui. Comme les sœurs étaient tristes et qu'il était bon, l'enfant le comparait et l'adorait. À l'heure fixée, elle accourait vers la baraque. Quand elle entrait dans la masure, elle l'emplissait de paradis. Jean Valjean s'épanouissait
et sentait son bonheur s'accroître du bonheur qu'il donnait à Cosette. La joie que nous inspirons a cela de charmant que, loin de s'affaiblir comme tout reflet, elle nous revient plus rayonnante. Aux heures des récréations, Jean Valjean regardait de loin Cosette jouer et courir, et il distinguait son rire du rire des autres. Car maintenant, Cosette riait. La figure de Cosette en était même jusqu'à un certain point changée. Le sombre en avait disparu. Le rire, c'est le soleil. Il chasse l'hiver du visage humain. La récréation finie, quand Cosette rentrait, Jean Valjean regardait les fenêtres de sa classe, et la nuit, il se relevait pour regarder les fenêtres de son dortoir. Du reste, Dieu a ses voies. Le couvent contribua, comme Cosette, à maintenir et à compléter dans Jean Valjean l'œuvre de l'évêque. Il est certain qu'un des côtés de la vertu aboutit à l'orgueil. Il y a là un pont bâti par le diable. Jean Valjean était peut-être à son insu assez près de ce côté-là et de ce pont-là, lorsque la Providence le jeta dans le couvent du petit Picpus. Tant qu'il ne s'était comparé qu'à l'évêque, il s'était trouvé indigne, et il avait été humble. Mais depuis quelque temps, il commençait à se comparer aux hommes, et l'orgueil naissait. Qui sait, il aurait peut-être fini par revenir tout doucement à la haine. Le couvent l'arrêta sur cette pente. C'était le deuxième lieu de captivité qu'il voyait. Dans sa jeunesse, dans ce qui avait été pour lui le commencement de la vie, et plus tard, tout récemment encore, il en avait vu un autre, lieu affreux, lieu terrible, et dont les sévérités lui avaient toujours paru être l'iniquité de la justice et le crime de la loi. Aujourd'hui, après le bagne, il voyait le cloître. Et songeant qu'il avait fait partie du bagne et qu'il était maintenant, pour ainsi dire, spectateur du cloître, il les confrontait dans sa pensée avec anxiété. Quelquefois il s'accoudait sur sa bêche et descendait lentement dans les spirales sans fond de la rêverie. Il se rappelait ses anciens compagnons. Comme ils étaient misérables. Ils se levaient dès l'aube et travaillaient jusqu'à la nuit. À peine leur laissait-on le sommeil. Ils couchaient sur des lits de camp où l'on ne leur tolérait que des matelas de 2 pouces d'épaisseur, dans des salles qui n'étaient chauffées qu'aux mois les plus rudes de l'année. Ils étaient vêtus d'affreuses casaques rouges. On leur permettait, par grâce, un pantalon de toile dans les grandes chaleurs et une roulière de laine sur le dos dans les grands froids. Ils ne buvaient de vin et ne mangeaient de viande que lorsqu'ils allaient à la fatigue. Ils vivaient, n'ayant plus de nom, désignés seulement par des numéros et en quelque sorte faits chiffres, baissant les yeux, baissant la voix, les cheveux coupés, sous le bâton, dans la honte. Puis son esprit retombait sur les êtres qu'il avait devant les yeux. Ces êtres vivaient, eux aussi, les cheveux coupés, les yeux baissés, la voix basse, non dans la honte, mais au milieu des railleries du monde, non le dos meurtri par le bâton, mais les épaules déchirées par la discipline. À eux aussi, leur nom parmi les hommes s'était évanoui. Ils n'existaient plus que sous des appellations austères. Ils ne mangeaient jamais de viande et ne buvaient jamais de vin. Ils restaient souvent jusqu'au soir sans nourriture. Ils étaient vêtus, non d'une veste rouge, mais d'un suaire noir, en laine, pesant l'été, léger l'hiver, sans pouvoir y rien retrancher, ni y rien ajouter, sans même avoir, selon la saison, la ressource du vêtement de toile ou du surtout de laine. Et ils portaient 6 mois de l'année des chemises de serge qui leur donnaient la fièvre. Ils habitaient, non des salles chauffées seulement dans les froids rigoureux, mais des cellules où l'on n'allumait jamais de feu. Ils couchaient, non sur des matelas épais de 2 pouces, mais sur la paille. Enfin, on ne leur laissait pas même le sommeil. Toutes les nuits, après une journée de labeur, il fallait, dans l'accablement du premier repos, au moment où l'on s'endormait et où l'on se réchauffait à peine, se réveiller, se lever et s'en aller prier dans une chapelle glacée et sombre, les 2 genoux sur la pierre. À de certains jours, il fallait que chacun de ces êtres, à tour de rôle, restât 12 heures de suite agenouillé sur la dalle ou prosterné la face contre terre et les bras en croix. Les autres étaient des hommes, ceux-ci étaient des femmes. Qu'avaient fait ces hommes?
Ils avaient volé, violé, pillé, tué, assassiné. C'étaient des bandits, des faussaires, des empoisonneurs, des incendiaires, des meurtriers, des parricides. Qu'avaient fait ces femmes? Elles n'avaient rien fait. D'un côté le brigandage, la fraude, le dol, la violence, la lubricité, l'homicide, toutes les espèces du sacrilège, toutes les variétés de l'attentat. De l'autre, une seule chose, l'innocence. L'innocence parfaite, presque enlevée dans une mystérieuse assomption, tenant encore à la terre par la vertu, tenant déjà au ciel par la sainteté. D'un côté des confidences de crimes qu'on se fait à voix basse, de l'autre la confession des fautes qui se fait à voix haute. Et quel crime! Et quelle faute! D'un côté des miasmes, de l'autre un ineffable parfum. D'un côté une peste morale gardée à vue, parquée sous le canon, et dévorant lentement ses pestiférés. De l'autre un chaste embrasement de toutes les âmes dans le même foyer. Là les ténèbres, ici l'ombre, mais une ombre pleine de clarté, et des clartés pleines de rayonnement. Deux lieux d'esclavage, mais dans le premier la délivrance possible, une limite légale toujours entrevue, et puis l'évasion. Dans le second, la perpétuité. Pour toute espérance, à l'extrémité lointaine de l'avenir, cette lueur de liberté que les hommes appellent la mort. Dans le premier, on n'était enchaîné que par des chaînes. Dans l'autre, on était enchaîné par sa foi. Que se dégageait-il du premier? Une immense malédiction, le grincement de dents, la haine, la méchanceté désespérée, un cri de rage contre l'association humaine, un sarcasme au ciel. Que sortait-il du second? La bénédiction et l'amour. Et dans ces deux endroits si semblables et si divers, ces deux espèces d'êtres si différents accomplissaient la même œuvre, l'expiation. Jean Valjean comprenait bien l'expiation des premiers, l'expiation personnelle, l'expiation pour soi-même. Mais il ne comprenait pas celle des autres, celle de ces créatures sans reproche et sans souillure, et il se demandait avec un tremblement: expiation de quoi? Quelle expiation? Une voix répondait dans sa conscience: la plus divine des générosités humaines, l'expiation pour autrui. Ici, toute théorie personnelle est réservée, nous ne sommes que narrateurs. C'est au point de vue de Jean Valjean que nous nous plaçons et nous traduisons ses impressions. Il avait sous les yeux le sommet sublime de l'abnégation, la plus haute cime de la vertu possible. L'innocence qui pardonne aux hommes leurs fautes et qui les expie à leur place. La servitude subie, la torture acceptée, le supplice réclamé par les âmes qui n'ont pas péché pour en dispenser les âmes qui ont failli. L'amour de l'humanité s'abîmant dans l'amour de Dieu, mais y demeurant distinct et suppliant. De doux êtres faibles ayant la misère de ceux qui sont punis et le sourire de ceux qui sont récompensés. Et il se rappelait qu'il avait osé se plaindre. Souvent, au milieu de la nuit, il se relevait pour écouter le chant reconnaissant de ces créatures innocentes et accablées de sévérité, et il se sentait froid dans les veines, en songeant que ceux qui étaient châtiés justement n'élevaient la voix vers le ciel que pour blasphémer, et que lui, misérable, il avait montré le poing à Dieu. Chose frappante et qui le faisait rêver profondément, comme un avertissement à voix basse de la providence même, l'escalade, les clôtures franchies, l'aventure acceptée jusqu'à la mort, l'ascension difficile et dure, tous ces mêmes efforts qu'il avait faits pour sortir de l'autre lieu d'expiation, il les avait faits pour entrer dans celui-ci. Était-ce un symbole de sa destinée? Cette maison était une prison aussi, et ressemblait lugubrement à l'autre demeure dont il s'était enfui. Et pourtant, il n'avait jamais eu l'idée de rien de pareil. Il revoyait des grilles, des verrous, des barreaux de fer, pour garder qui? Des anges. Ces hautes murailles qu'il avait vues autour des tigres, il les revoyait autour des brebis. C'était un lieu d'expiation et non de châtiment. Et pourtant, il était plus austère encore,
plus morne et plus impitoyable que l'autre. Ces vierges étaient plus durement courbées que les forçats. Un vent froid et rude, ce vent qui avait glacé sa jeunesse, traversait la fosse grillée et cadenassée des vautours. Une bise plus âpre et plus douloureuse encore soufflait dans la cage des colombes. Pourquoi? Quand il pensait à ces choses, tout ce qui était en lui s'abîmait devant ce mystère de sublimité. Dans ses méditations, l'orgueil s'évanouit. Il fit toutes sortes de retours sur lui-même. Il se sentit chétif et pleura bien des fois. Tout ce qui était entré dans sa vie depuis 6 mois le ramenait vers les saintes injonctions de l'évêque, Cosette par l'amour, le couvent par l'humilité. Quelquefois, le soir au crépuscule, à l'heure où le jardin était désert, on le voyait à genoux au milieu de l'allée qui côtoyait la chapelle, devant la fenêtre où il avait regardé la nuit de son arrivée, tourné vers l'endroit où il savait que la sœur qui faisait la réparation était prosternée et en prière. Il priait, ainsi agenouillé devant cette sœur. Il semblait qu'il n'osait s'agenouiller directement devant Dieu. Tout ce qui l'entourait, ce jardin paisible, ces fleurs embaumées, ces enfants poussant des cris joyeux, ces femmes graves et simples, ce cloître silencieux, le pénétrait lentement, et peu à peu son âme se composait de silence comme ce cloître, de parfum comme ces fleurs, de paix comme ce jardin, de simplicité comme ces femmes, de joie comme ces enfants. Et puis il songeait que c'étaient 2 maisons de Dieu qu'il avait successivement recueillies aux 2 instants critiques de sa vie. La première lorsque toutes les portes se fermaient et que la société humaine le repoussait, la deuxième au moment où la société humaine se remettait à sa poursuite et où le bagne se rouvrait, et que sans la première il serait retombé dans le crime, et sans la seconde dans le supplice. Tout son cœur se fondait en reconnaissance, et il aimait de plus en plus. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Cosette grandissait. Fin du chapitre 9 du livre 8e. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2010. Fin des Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette.